Majesté, ces chevaliers et moi sommes venus nous mettre à votre service. Vous êtes bien généreux, mais qui êtes-vous? Je me nomme Sir George, comte par la vertu de 300 ans de noble lignage. Alors j'ai découvert l'épée enchantée, l'existence de l'épée enchantée en 1961. C'était 1961, c'était une époque un petit peu difficile pour les fans de cinéma fantastique parce que on n'avait aucun organisme de presse qui nous tenait au courant un petit peu de ce qui passait. On avait juste quelques ouvrages de référence qui étaient sortis quelques années avant. Et pour le fan que j'étais, le Saint Graal, en fait, c'était une revue américaine qui s'appelait Famous Monsters of Filmland. Alors Famous Monsters of Filmland, c'est un magazine qui a été créé par Forrest Ackerman, qui était sans doute le plus gros fan de cinéma fantastique qui puisse exister à l'échelon peut-être mondial même. Et donc, pour nous, la difficulté, c'était de mettre la main sur les Famous Monsters. Les Famous Monsters, même si on habitait Paris, c'était pas évident de les trouver. Il y avait juste 2 endroits où on était susceptible de les trouver. C'était la librairie Brentanos, qui est à l'avenue de l'Opéra, et il y avait un petit magasin spécialisé dans le cinéma qui s'appelait le Minotaur. Et un jour, je me souviens qu'en passant au Minotaur comme ça, je suis tombé par miracle sur un exemplaire d'un Famous Monster qui venait de sortir. Le numéro, je vous dirai pas, mais c'était, je m'en souviens parfaitement, c'était un numéro sur lequel, en couverture, on avait Oliver Reed dans La Nuit du Loup-Garou, donc sur un très beau fond jaune. Alors, évidemment, je me suis jeté dessus, je l'ai lu. Et dans le courrier des lecteurs, il y avait un truc qui m'avait un petit peu titillé. C'était quelqu'un qui disait qu'il était en train de travailler sur un film qui s'appelait Saint-Georges et les 7 malédictions. Donc avec une petite photo d'accompagnement, vous voyez, un espèce de monstre avec le crâne en pain de sucre, et comme ça, grimaçant, et ça faisait très très amateur. Donc moi j'ai pensé immédiatement que c'était un lecteur qui tournait un film amateur, un petit peu comme faisait Don Bluth à l'époque. Et donc ce lecteur s'appelait Bert I. Gordon. Donc j'ai pas fait le rapprochement immédiatement parce que j'avais dû voir forcément à l'époque un film, l'un des seuls films de lui qui soit sorti en France, qui s'appelait Le Fantastique comme Colosse. Voilà. Et donc j'étais un petit peu surpris par ce titre, parce que Saint-Georges, il y avait quand même une connotation un petit peu religieuse là-dedans. Et donc voilà, j'ai pas réalisé que c'était en fait une légende, une authentique légende qui était mise en image par un cinéaste américain. Connaissez-vous les périls du voyage de la terreur? Nous les connaissons, monseigneur. Si vous refusez notre aide, nous ne demandons pas mieux que de nous passer de vous. Comment osez-vous? C'est un petit peu un film d'heroic fantasy avant l'heure, parce que heroic fantasy, c'était pas une expression qu'on connaissait. Alors il faut savoir que l'heroic fantasy, c'est quand même un domaine absolument immense qui a des tas de succursales dans l'heroic fantasy. Il y a le fantastique mythologique, il y a les films de Mille et une nuits, il y a les contes de fées, et il y a les films de chevalerie, dont celui-ci est un des premiers exemples trouvables. Alors, on peut même dire que c'est un film de sword and sorcery, puisqu'il y a à la fois des épées, l'épée enchantée, et de la sorcellerie, puisqu'il y a un très méchant sorcier qui est interprété par Basil Rathbone. Voilà. Alors, c'est également, on peut dire, c'est l'un des premiers films de dragons qui existent, puisque avant celui-là, des dragons, il y en a eu au cinéma, évidemment. Il y a vraisemblablement eu des films de Méliès qui avaient des dragons. Disons que le premier dragon du cinéma américain, c'est peut-être le voleur de Bagdad de Raoul Walsh. Après, en Allemagne, on a Les Nibelungen de Fritz Lang, puisque c'est la légende de Siegfried et des Nibelungen. Après, nous avons un petit film italien inconnu qui a été réalisé en 1952 par Pietro Franceschi, qui s'appelait en France Le Prince Esclave.
Alors c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est un film totalement méconnu et qui n'est quand même pas loin de par son sujet justement du film qui nous intéresse. Bon, c'est un film où il y a la quête d'un chevalier, où il y a un géant de pierre, où il y a un dragon. Enfin voilà, c'est un film qui serait de toute façon intéressant à découvrir un de ces jours. Après, en Russie, il y a quand même le géant de la steppe, hein, qui s'appelle aux États-Unis The Sword and the Dragon, si je me trompe pas. Et puis, au tout début des années 60, c'était quasiment en même temps que j'oublie aussi le Chevalier Blanc, bien sûr, qui est un remake des Nibelungen, dans lequel il y a forcément un dragon, et puis ça, celui-là, si vous avez vraiment envie de le découvrir, c'est tout à fait possible, puisque c'est une édition qui existe chez Artus. Donc, il faut dire qu'au début des années 60, il y a un rush sur le dragon, puisque quasiment en même temps que l'épée enchantée, il se tourne Jacques le tueur de géants, hein, qui est un film lui aussi de fantastique et de légende médiévale. Il y a Les Amours enchantés, hein, de Georges Pal, dans lequel il y a un très très beau dragon. Et donc 61, c'est une année faste en regard du dragon, quoi. Je vous ferai pas je ne vais pas vous imposer la filmographie des dragons, parce qu'après, particulièrement à partir des années 80, il y a vraiment pléthore de dragons, quoi. Pour citer le plus beau, à mon sens, il y a le Dragon du lac de feu, quand même, qui a beau être une production Disney, mais qui est un bien beau film, et par certains côtés, qui est très inquiétant. Et puis, bon, on va pas rentrer dans la spirale des Donjons et Dragons, des Éragons, et puis surtout des dizaines de petits films qui se font à l'heure actuelle et qui font les belles soirées de sci-fi. Voilà. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, l'épée enchantée, c'est un peu un précurseur. C'est donc un film de chevalerie. C'est un film de chevalerie. Alors c'est un genre qui a eu son heure de gloire dans les années 50, puisque des films comme ça qui se réfèrent à une légende médiévale, évidemment il y a Les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, mais qui lui n'est pas du tout un film fantastique, hein, qui reprend le concept du roi Artus et de Camelot, mais sans aucun élément vraiment fantastique. On a eu aussi Prince Vaillant, d'Henri Hathaway, qui était très très attendu pour les amateurs de bande dessinée, parce que moi je me souviens avoir lu les premières aventures de Prince Vaillant, et moi j'attendais désespérément le combat de Prince Vaillant contre, sinon un dragon, du moins un espèce de lézard géant qui était un des épisodes les plus marquants de la bande dessinée. Et là, au niveau du cinéma, ils ont décidé de gommer délibérément tout l'aspect fantastique de Prince Vaillant, qui par ailleurs n'est pas tellement une bande dessinée portée sur le fantastique. Donc le film a été tourné courant 1961. Il est sorti en France assez rapidement, il est sorti dans le courant de l'année 62, mais alors là, le distributeur, c'était les artistes associés à l'époque. Visiblement, il n'a pas du tout cru au film, parce qu'il est quasiment sorti à la sauvette, hein. Moi, je me souviens que je n'ai pas été le voir la semaine de sa sortie, et pour le voir après, c'était une galère. Il n'est jamais repassé, ni en banlieue, ni dans la région parisienne, dans une autre salle. Je l'aurais su, j'aurais été le voir. Voilà, il a fallu attendre très très longtemps pour que je le découvre. Et il a fini par être montré dans une séance d'un ciné-club organisé par Alain Schlekoff, en marge du Festival de Paris. Donc, quand il a été projeté, ça devait être au début des années 70, c'était la dernière projection du film avant destruction. Parce que vous savez que les films devaient être détruits à la fin de leur période d'exploitation.
Alors bon, on peut dire qu'en France, ça a été un peu une distribution catastrophique. La même chose s'est produite en Angleterre, mais là c'était encore bien pire, puisque le film, il n'est pas sorti sous le titre The Magic Sword, il est sorti sous le titre de tournage, c'est-à-dire Saint-Georges et les 7 malédictions, et il est sorti qu'en 1964, c'est-à-dire 2 ans après. Et alors là, c'est pareil, les Anglais ont ramé comme c'était pas possible. Ils sortaient dans des petites villes, dans une seule salle, une semaine, et voilà quoi. Et de surcroît, le film était interdit aux enfants quoi. Alors que vous allez le voir, c'est un film qui est quand même pour la jeunesse quoi. Bert Gordon, c'est quand même un personnage très très intéressant. C'est un de ces réalisateurs américains qui, un petit peu comme William Castle, des gens qui ont œuvré quasiment toute leur vie pour le fantastique. Hein, quand un fan l'interviewait il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est heureusement encore vivant, quand un fan l'interviewait il n'y a pas très longtemps en lui demandant vous avez vraiment eu à cœur de ne travailler que dans la science-fiction. Il a répondu avec humour, de toute façon, tout ce que je voulais, en fait, c'était faire des films pour le cinéma, au départ. Voilà. C'est quelqu'un qui avait ça dans le sang. Hein. Il raconte qu'il a eu sa première caméra 16 à l'âge de 9 ans. C'est une de ses tantes qui lui avait offerte. Bon, il s'en est beaucoup servi. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films amateurs, qui est devenu professionnel en faisant des films de publicité, des choses comme ça. Et puis bon, début des années 50, vers 1954 et tout, il s'est dit. Et puis après tout, c'est du cinéma de fiction que j'ai envie de faire. Donc c'est à Hollywood que ça se passe. Et donc il est parti pour Hollywood, et là il a réussi à monter son premier film qui était King Dinosaur, donc, que nous avons pu voir il n'y a pas très longtemps. Alors King Dinosaur, c'est un film tourné avec vraiment 3 francs 6 sous. Les effets spéciaux, il s'est inspiré de ceux qu'on peut voir dans Tumac, fils de la jungle. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des faux dinosaures en pâte à modeler ou image par image, il a pris des véritables lézards, donc ce qui a fait penser pendant longtemps qu'il avait, comme beaucoup d'autres, utilisé les stock shots de Tumac, fils de la jungle. Non, si on regarde bien le film, on s'aperçoit que c'est des lézards à lui, et que voilà. Alors c'est pas un très grand film, mais il s'est fait la main là-dessus, et surtout ça n'a pas coûté très cher, et ça a rapporté beaucoup. Ça a rapporté beaucoup, suffisamment pour qu'il envisage très vite de faire donc d'autres films du même cru. Alors en 1957, il réalise 3 films quand même. D'abord il y a Beginning of the End, le commencement de la fin, qui lui est un film avec des sauterelles géantes. Bon, c'était la mode des araignées, des mantes religieuses, des fourmis. Voilà, alors il a choisi des insectes ou des animaux qui n'avaient pas encore été utilisés. Et là il s'est rabattu sur les sauterelles. Alors bon, c'est un film qu'on n'a pas vu en France, malheureusement, mais c'est pas mal du tout. Et là encore, il a utilisé des véritables sauterelles. Il a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs, parce que il n'avait pas le droit d'aller. Il y avait un endroit aux États-Unis qui avait eu une invasion de sauterelles, donc il a essayé d'en récupérer, mais les autorités étaient très vigilantes, et il n'a eu le droit, pour tourner à Hollywood, il n'a eu le droit que d'importer un certain nombre de sauterelles, tous des mâles. Il a donc été obligé de prendre un spécialiste qui a vérifié, sauterelle par sauterelle, si c'était bien que des mâles, pour éviter qu'ils se reproduisent, évidemment, et fassent une véritable invasion de sauterelles. Alors, il raconte que pendant le tournage, non seulement les sauterelles étaient des prédateurs, mais elles devenaient cannibales, quoi. Donc elles se sont bouffées les unes les autres, et à la fin du tournage, il lui restait plus que 12 sauterelles pour faire une invasion des États-Unis, et c'était pas grand-chose. Il a tout de suite continué dans la foulée avec un film qui s'appelle The Cyclops. Alors là,
avec The Cyclops, il aborde son sujet de prédilection, c'est le gigantisme humain. C'est-à-dire que là, c'est un homme qui a des tailles colossales, donc qui a dû être exposé à des radiations atomiques, et c'est un film qui se passe dans la jungle. En fait, pour moi, c'est le premier d'une trilogie, une trilogie il y en a deux qui sont des suites. Celui-là n'est pas une suite, donc c'est un premier film, et le film qui tourne tout de suite derrière, c'est le Fantasticum Colosse. Donc, là, c'est un homme qui subit une mutation, un militaire, qui subit une mutation à la suite d'une grosse exposition à l'énergie atomique. Et donc là, il a tellement intéressé son distributeur que c'était l'American International Pictures, donc qui l'a pris sous son aile pendant un temps. Et les choses ont été plus simples pour lui. Donc le film a formidablement marché. Il a été bien vendu dans le monde. C'était le premier film de Bert I. Gordon qui apparaît sur les écrans français. Ça a été d'ailleurs le seul avant L'Épée enchantée. Voilà. Et dans la foulée du Fantasticum Colosse, il a tourné une suite qui s'appelle War of the Colossal Beast, qu'on n'a pas eu la chance de voir en France, qui est lui aussi produit par l'American International. Voilà. Après, il s'est essayé à une araignée géante. Alors là, c'est un film qui s'appelait The Spider, qui a un autre titre aussi, c'est Earth versus the Spider. Les Belges l'ont eu sous le titre L'araignée vampire, et nous, on l'a découvert tardivement, bien sûr, par le biais de VHS. C'est un très bon film, très très bon film, qui n'est pas loin d'égaler le Tarantula de Jack Arnold. Là, c'est une vraie araignée, et on peut dire qu'elle fait vraiment peur. Après The Spider, il enchaîne sur Attack of the Puppet People. Donc là, c'est le nanisme, c'est le gigantisme à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est un film qui fait beaucoup penser au Dr Cyclops. Ce sont des personnages qui sont réduits à l'état de poupée, quoi. Donc il y a un savant démoniaque, un petit peu vraiment qui fait penser au Dr Cyclops. Et c'est également très très bien foutu, quoi. Alors c'est ou du nanisme ou du gigantisme. D'ailleurs, Forrest Ackerman l'avait surnommé Monsieur Big, parce qu'évidemment Bert Height Gordon, bon, B-I-G, Monsieur Big. Voilà. Tout de suite derrière ça, il enchaînait avec The Boy and the Pirate, c'est-à-dire Le Garçon et le Pirate, donc qui est l'un de ses films les plus difficiles à voir. Alors c'est un film pour enfants, bien sûr, dans lequel un enfant contemporain rencontre un pirate légendaire. Voilà. Alors, il y a encore un génie dans une bouteille, il y a quelques éléments fantastiques, mais c'est plus un film d'aventure qu'autre chose. En 1960, il enchaîne avec Tormented, là qui n'a rien à voir avec des géants ou avec des nains. C'est un film de fantôme. Voilà. C'est un film qui touche à la fois au thriller un petit peu. Voilà, ça se passe dans un phare. C'est un type qui a commis un acte assez répréhensible. Il n'a pas empêché quelqu'un de se suicider, enfin sa compagne, tout ça parce qu'il y avait de l'argent à gagner, etc. Bon, et il se retrouve hanté par ce personnage. Voilà. Et là encore, il y a pas mal d'effets spéciaux, toujours dans la veine qu'il connaît bien. Et en 61, donc, il en arrive à L'Épée enchantée, qui n'est pas un film American International Pictures, donc qui a été produit par les artistes associés. Là, il a une période de flottement un petit peu, et en 65, alors il fait l'un de ses films les plus croustillants, à mon avis. C'est un de mes préférés, qui s'appelle The Village of the Giants, qui est une adaptation de Herbert George Wells, donc une adaptation d'un roman qui s'appelle The Food of the Gods, la nourriture des dieux. Voilà.
Alors celui-là, je l'aime particulièrement parce que c'est un film qui fait intervenir des délinquants juvéniles, quoi. C'est-à-dire une espèce de petits gangs, de petites frappes qui terrorisent un peu la région. Et bon, il y a un personnage assez rigolo qui est un gamin, quoi. Le gamin, c'est Ron Howard, voilà, le futur réalisateur Ron Howard, qui est un fou de chimie et qui invente donc un produit qui, ingéré soit par des animaux, soit par des humains, les fait grandir démesurément. Et donc il y a ce gang de sales gosses là qui devient géant et qui va un peu terroriser la population de la ville où ça se passe. Alors là, bon, il y a le chef du gang, c'est Beau Bridges, et donc il y a Ron Howard, et surtout pour les amateurs de musique 60s, il y a un groupe américain qui s'appelle les Beaux Brummels, et je me rappelle d'une scène particulièrement cocasse, où les Beaux Brummels jouent donc dans une salle de bal locale, et à un moment donné, il y a les portes du bal qui s'ouvrent et ce sont une armée d'oies géantes qui rentrent dans la salle de bal et qui se mettent à danser le jerk au rythme de la musique des Beaux Brummels. Et ça, c'est un moment d'anthologie. En 1966, il fait un thriller qui n'est pas du tout un film fantastique, mais qui est un thriller dans la lignée de ces faux psychoses, de ces faux qui s'appelle Picture Mommy Dead. Il a à nouveau une période de vache maigre, et on arrive en 72 où là il s'intéresse à la sorcellerie et il fait un film qui s'appelle Nécromancie avec quand même, excusez-moi du peu, avec Orson Welles dans le rôle du grand méchant encapuchonné. Il y a aussi la charmante Pamela Franklin, qui est une actrice anglaise qu'on a pu voir dans des tas de films, dont Les Innocents. Donc c'est un de ces trois films de sorcellerie, parce qu'il en a fait deux autres dans les années 80, qui n'ont pas connu les honneurs d'une distribution au niveau du cinéma français, mais qu'on a pu découvrir sur le M6, au tout début de son existence. Il y en a un qui s'appelait Sortilège, qui était un film sur les sorcières de Salem, et un autre qui s'appelait la princesse de Satan. Voilà, qui sont des films bien oubliés, qui sont les films de sa fin de carrière. Voilà, en 73, il s'attaque au terrorisme avec un film qui s'appelait en France Le Détraqué, The Mad Bomber, avec Chuck Connors, donc, qui est un film qui est loin d'être inintéressant. L'American International Pictures fait à nouveau appel à lui. Alors bon, les donnes ont un petit peu changé, c'est devenu une grosse boîte entre temps, hein. Et là, il a l'occasion de faire, c'est pas un remake, parce que c'est tellement différent, on peut pas parler de remake, mais c'est une nouvelle mouture, une nouvelle adaptation de La Nourriture des Dieux, toujours d'Herbert George Wells, où là, ce sont des rats qui ont mangé la potion magique, et donc qui deviennent très très menaçants. C'est un très très bon film. Il a d'ailleurs été primé en France à l'occasion d'un festival schlockhoffien. Donc ça, c'était en 76. L'année d'après, il remet le couvert. Cette fois-ci, il s'attaque aux fourmis, et ça devient l'Empire des fourmis géantes. Donc, lui aussi une adaptation d'une œuvre d'Herbert George Wells. Je crois que je me rappelle plus le titre de la nouvelle, mais enfin c'était une nouvelle, hein, c'était pas un roman. Et là, bon, il a quand même une belle distribution. Il a John Collins, encore une fois, les fourmis, ce sont des vraies fourmis, démesurément grossies, avec toujours ces effets optiques, quoi. Et voilà, c'est à peu près le dernier grand film de sa filmographie, parce que les deux autres, les films de sorcellerie, là, c'est quand même des petites productions. Il s'est essayé à 2 ou 3 comédies légères et courtes vêtues, quoi.
mais ça n'a pas eu, ça n'a eu aucun impact. C'est des films qui ne sont pas sortis en France, voilà. Et à l'heure actuelle, donc, il est toujours vivant, et pressé de toutes parts par ses fans quand même, qui sont nombreux. Il a fini, il y a quelques années, par écrire ses mémoires, donc les gens qui veulent en savoir beaucoup plus sur lui peuvent se procurer ses mémoires qui existent, hélas, uniquement en langue anglaise. À quoi me sert d'être une sorcière si je ne puis aider mon propre fils? Que quelqu'un me réponde. Croit-il que je ne le sache pas? Le personnage le plus intéressant, féminin, c'est le personnage de Sibylle, donc c'est la mère adoptive de George, le héros. Alors Sibylle, elle est incarnée par Estelle Winwood. Alors Estelle Winwood, c'est déjà une dame d'un âge certain quand elle tourne dans ce film, puisqu'elle a 75 ans. Estelle Winwood, c'est une comédienne d'origine britannique, qui a une carrière théâtrale absolument phénoménale, donc qui à un moment donné de sa carrière a fait la navette allègrement entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. À partir de 1946, elle commence à travailler pour la télévision américaine, où elle a rarement des rôles en vedette, mais des rôles quand même relativement importants, quoi. Et donc en 1955, elle aborde une carrière cinématographique. Alors en 1955, elle fait la bonne fée de Cendrillon dans un film qui s'appelait La Pantoufle de verre, un film musical, un film de danse avec les Caron. C'est peut-être d'ailleurs ce rôle-là qui lui a permis d'être marqué par Burt Gordon. Hein. En 1956, elle est dans Le Cygne, qui est un film avec Grace Kelly. En 1959, on la retrouve dans Darby O'Gill et les Farfadets, auprès de Sean Connery, qui est un film loin d'être inintéressant, très 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 plaisant. En 1962, elle est dans L'inquiétante Dame en noir de Richard Quinn. La même année, elle est dans Le cabinet du docteur Caligari, version Roger Kay, qui est une adaptation par Robert Bloch du film de Robert Wiene. Donc. En 1967, elle est dans Camelot, donc déjà dans la chevalerie, dans le cycle Artus. Et c'est un film de Joshua Logan avec Franco Nero. Enfin, c'est un très très beau film, mais totalement dépourvu d'éléments fantastiques ou de sorciers. Voilà. La même année, elle figure dans Le Diable à Troyes de Curtis Harrington. En 68, elle est dans Les producteurs de Mel Brooks. Alors là, ce film-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait une dent contre le film, parce que quand elle en parle, elle dit les choses qu'on est obligé de faire des fois pour gagner sa vie. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ce film, etc. Et donc elle termine un petit peu en beauté sa carrière au cinéma. Je dis au cinéma parce qu'elle continue de jouer beaucoup pour la télévision. Elle est dans Un cadavre au dessert, donc ce film inénarrable où on a la réunion de pastiche de tous les plus grands détectives de la littérature, avec Peter Sellers dans un Charlie Chan pas possible. Voilà, ça pour moi c'est un très grand film d'humour, et elle a quand même 92 ans quand elle fait ce film. Hein. D'ailleurs, son dernier rôle à la télé, elle avait 97 ans. Et elle est décédée à l'âge de 102 ans quand même. C'était une centenaire. Et bon pied, bon oeil. J'espère que l'eau fraîche a éteint le feu de votre colère, Altesse. Je suis au moins aussi furieuse qu'avant. Oh, princesse. Oh, je te conseille de jouer l'indignation. Toi qui ne fais que ce qui te plaît. Tu peux être amoureuse ou cesser de l'être. Un chevalier un jour et un palefrenier l'autre. La jeune première du film, c'est Anne Helm. Donc c'est une jeune première qui a débuté à l'âge de 14 ans en tant que ballerine. Voilà, elle a très très vite fait des petits rôles au cinéma. On commence à la voir au début des années 60
1961, c'est sa grande année, puisque c'est l'année où elle est donc choisie pour être l'héroïne principale de l'Épée enchantée. Elle est également vedette d'un film qu'on n'a pas vu en France malheureusement, qui est un film très très méconnu, qui s'appelle The Coach, qui est une adaptation d'un bouquin de Robert Bloch. Donc ça devrait être quand même quelque chose de très intéressant. En 62, elle est choisie pour être la partenaire d'Elvis Presley dans Le Shérif de Sedan. Alors donc elle est non seulement elle est vedette, mais je crois qu'il y a des bruits qui circulent qu'elle aurait été un peu plus que partenaire avec Elvis Presley. Donc c'est un de ses titres de gloire, si on veut. En 63, elle profite de sa notoriété pour accepter un rôle en Angleterre, donc dans un film qui s'appelait The Iron Maiden, qu'on n'a pas vu en France. Elle revient aux États-Unis et là, bon, d'un seul coup, sa cote a un peu baissé. Elle ne trouve plus que des emplois dans des comédies, voilà. Et sa carrière cinématographique va un petit peu en descendant. On la retrouve en 69 dans Nightmare in Wax, qui est un petit film d'horreur de Bud Townsend, mais qui est loin d'être inintéressant, qui est magnifiquement photographié, Cameron Mitchell en vedette. Bon, mais c'est quand même plus à vouloir passer, quoi. Quand même, elle continue ses carrières télé, plus du tout en vedette, mais elle a une filmographie télé assez impressionnante, quoi. Et puis, bon, on dit que elle s'est fait connaître également en écrivant des livres pour enfants et en les illustrant. Oh, et qui est ce valeureux chevalier? Vous devez le connaître, Sir Brandon. Sir Brandon. Vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas grave. Pour en finir avec ces dames, il y a un personnage qui est très important dans le film, enfin très important au niveau de ce qu'elle représente. C'est Maïla Nurmi. Alors Maïla Nurmi, il faut savoir que c'est un personnage très important pour la jeunesse américaine des années 50, puisque ça a été la première présentatrice vedette à animer un show d'horreur, quoi. C'est elle qu'on connaît sous le nom de Vampira. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'elle présentait, mais elle était très 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 connue. Elle a été Vampira pendant 3-4 ans pour la télé. Et par contre, sa carrière cinématographique, c'est assez anodin. Elle est apparue vraiment comme ça. Elle a ouvert des portes dans quelques films. Et finalement, la grande chance de sa carrière cinématographique, c'est Ed Wood qui lui a donné, puisque c'est la femme vampire. C'est quasiment Vampira d'ailleurs, dans Plan 9 from Outer Space, quoi. On la voit quand même pas mal, et elle a exactement le maquillage qu'elle portait à la télévision, quoi. Alors bon, en 61, c'est plus du tout quelqu'un de très très connu. Évidemment, Burt Gordon, qui est un gros fan de fantastique, il sait qui c'est, et il se fait plaisir en l'engageant pour l'Épée enchantée. Alors dans l'Épée enchantée, elle a 2 rôles. On la voit au tout début du film. C'est un peu la mauvaise fée qui apparaît et qui va enlever la princesse. Et là, c'est intéressant parce qu'elle a un gros plan, sans maquillage, enfin, maquillage, make-up évidemment, mais pas de maquillage monstrueux, pas de lèvres outrageusement rouges. Et on s'aperçoit que c'est vraiment une très 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 belle femme. Et c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas utilisée au naturel, quoi. Et on la revoit après dans le film à 3 reprises, si je ne me trompe pas, puisqu'elle fait la sorcière vampire qui alors là, est sous un maquillage absolument abominable, et elle est méconnaissable. Et donc c'est censé être le personnage qui séduit le chevalier français. Voilà, elle s'appelle Mignonnette, c'est quand même assez croustillant pour les Français. Alors il faut dire que le Mignonnette, au naturel, ce n'est pas Maïla Nurmi, c'est une comédienne française qui a fait carrière aux États-Unis, s'appelle Danielle de Metz, si je ne me trompe pas. Alors elle, c'est assez singulier, parce que c'est une actrice française inconnue au bataillon en France, et
elle débute carrément à Hollywood. Entre 59 et 72, elle fait une palanquée de téléfilms ou de séries télé où elle incarne toujours, elle devait avoir un accent à couper au couteau, parce que si, elle incarne toujours des personnages de françaises. Voilà. Et donc, elle a fait une petite incursion au début des années 60 dans le cinéma italien. Elle a fait 3-4 films en Italie, mais visiblement, elle n'a pas obtenu les résultats escomptés. Elle est retournée aux États-Unis, où elle a fini sa carrière en 72 à la télé, quoi. Alors bon, c'est vrai qu'elle est vraiment mignonnette, hein, ça vous allez le voir dans le film. Le personnage de mignonnette qui se transforme en vampire est tenu donc par deux comédiennes différentes. Chérie, je te jure que je t'aime. Moi aussi, cher Denis, je t'aime. Le héros, c'est Gary Lockwood. C'était un jeune premier, bien sûr, au moment où il a tourné L'Épée enchantée. Il était cascadeur et il a été aussi la doublure d'Anthony Perkins. Et donc il a commencé sa carrière cinématographique en 1961 avec La fièvre dans le sang d'Elia Kazan. Voilà, c'était pas mal comme début, mais enfin il n'était pas vedette, hein, c'était un personnage de second plan. Et la grande chance de sa vie, donc, c'est L'Épée enchantée, puisqu'on lui confie le rôle de George. Il a enchaîné tout de suite derrière avec un film d'Elvis Presley qui s'appelait Blonde, Brune et Rousse. Voilà, alors là, bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une romance entre Gary Lockwood et Elvis Presley, ça se saurait. Il a la chance, entre 63 et 64, d'être le héros d'une série télé qui a tenu 2 saisons, qui s'appelait The Lieutenant. Voilà. En 1968, deuxième grande chance de sa vie, il est choisi par Stanley Kubrick pour être le deuxième personnage humain de 2001 Odyssée de l'espace. L'année d'après, il est un des protagonistes principaux d'un film policier, une production européenne, hein, italo-franco-espagnol, qui s'appelle Les Hommes de Las Vegas, un film d'un réalisateur espagnol au nom imprononçable qui s'appelle Antonio Isasmandi, voilà, qui est pas un personnage inintéressant. Il a fait quelques films intéressants. Et donc en 69, il est choisi par Jacques Demy pour son film américain qui s'appelait Model Shop, voilà, qui est un film à la musique très intéressante puisqu'elle est assurée par un groupe américain qui s'appelait Spirit. Voilà, à part ça, il a une carrière télé assez ahurissante, hein. Il a été très occupé par la télé. Il n'a plus jamais retrouvé de rôle vedette à la télé, mais il y a certaines séries où il apparaît dans 3 ou 4 épisodes, mais toujours dans un rôle différent. Pour dire que vraiment c'est un personnage qui peut changer d'un film sur l'autre, quoi. J'ai bien peur que non. Alors je sèmerai cette fléau le long du chemin qui va de votre château jusqu'au mien. La grande vedette masculine du film, c'est évidemment Basil Rathbone. Alors bon, c'est un personnage des plus intéressants, puisque c'est une des icônes du cinéma fantastique, hein, on peut le dire, mais ce n'est pas que ça. C'est un monsieur qui a commencé sa carrière théâtrale en 1911, qui a été médaillé, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui a, après les hostilités, il est retourné à sa carrière théâtrale, donc il a alterné un petit peu comme Margaret Lockwood entre Londres et Broadway, et il a commencé une carrière télévisuelle en 1946, et qui a été une carrière télévisuelle intense aux États-Unis. Voilà. Alors, dans les années 30, il commence à devenir une star, mais c'est pas une star dans le rôle des gentils, c'est une star vilain,
Voilà, c'est quelqu'un dont on disait que c'était la plus fine lame d'Hollywood, parce qu'il s'est opposé quand même pendant très très longtemps à des gens comme Errol Flynn. Hein. Il est le méchant du Capitaine Blood, il est le méchant des aventures de Robin des Bois, il est encore le méchant du signe de Zorro, de Rouel Mamoulian. Il se bat à l'épée contre Tyrone Power, voilà. Donc il est très très connu à Hollywood dans les rôles de sale type, quoi. Et on arrive en 1939, qui est une année très intéressante, très très importante pour sa carrière, puisque c'est l'année où à la fois il va devenir le docteur Frankenstein dans Le Fils de Frankenstein. Hein, il est au summum de sa splendeur, quoi, on peut dire. C'est pas un rôle antipathique du tout, d'ailleurs. Et il a un physique... moi, quand je vois les photos du Fils de Frankenstein, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas un producteur qui a eu l'idée de lui faire jouer Mandrake le magicien, parce qu'il a vraiment la tête de Mandrake le magicien dans ce film. Il a la petite moustache. Il y a une photo en particulier où c'est frappant, quoi. On met un dessin de Mandrake de l'époque et sa photo, c'est Mandrake le magicien. Bon, ça c'est un aparté, mais en 1939 également, il a la plus grande chance de sa carrière cinématographique, on va dire. On lui propose de jouer Sherlock Holmes, donc dans une adaptation du Chien des Baskerville, qui est un succès énorme. Hein. C'est un film de 20th Century Fox. Ça marche tellement fort que dans la foulée, on met en chantier Les Aventures de Sherlock Holmes, voilà, qui est aussi un excellent film. Et là, Universal Pictures décide de faire une série, qui n'est pas une série de télé. Attention, on les a eus en France à la télévision dans les années 50, mais c'est des films de cinéma, et il en a fait 12, ce qui fait un total de 14 Sherlock Holmes sur une période qui va entre 1939 et 1946. Et là, bon, de temps en temps, il fait un autre film, hein, entre-temps, mais il arrive en 1946 à saturation totale. C'est comme tous ces comédiens qui ont peur d'être assimilés à leur personnage, quoi. On a connu ça avec James Bond, on a connu ça avec d'autres personnages. Il jette le manteau, il en a marre, il veut plus jouer Sherlock Holmes, et donc il retourne faire du théâtre, et là le public, c'est devenu Sherlock Holmes pour le public, et c'est un bide. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est un bide, quoi. Donc en 1953, son épouse écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Sherlock Holmes, et qui monte à Broadway, et là il donne 3 représentations et c'est fini, on ne veut plus lire Sherlock Holmes, quoi. Et pourtant le personnage lui colle à la peau, parce qu'il a fait, paraît-il, environ 200 émissions de radio sur Sherlock Holmes, quand même, hein. C'est pas rien, mais voilà, quoi. Donc c'est terminé. Alors il travaille intensément à la télévision américaine, voilà, et on arrive en 1956. Oui, en 56, je crois, ou 57, il tourne un film qui va être ce que j'appelle un film étalon, en fait. Il tourne dans The Black Sleep, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir en France, mais qui est un film de Reginald Le Borg. Donc c'est un film d'épouvante victorien. Quand on le regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible, c'est le film qui a donné naissance à la Hammer Film, quoi. Ça a beau être américain, ça a beau être tourné aux États-Unis, on retrouve le décor, on retrouve les personnages, on retrouve le thème, c'est surtout un film un petit peu hommage à toutes les grandes figures du fantastique américain, quoi. Tout le monde est là. John Carradine, il y a Lon Chaney Jr., il y a Bela Lugosi, voilà, et c'est un film magnifique, c'est vraiment un film magnifique, et je pense que c'est ce film-là qui va déterminer de ce qui va devenir au début des années 60, c'est-à-dire vraiment une icône du cinéma fantastique, puisqu'il va être appelé par Roger Corman pour jouer dans l'Empire de la Terreur. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le 3e sketch. C'est un sketch à faire dresser les cheveux sur la tête, vraiment. C'est le cas de Monsieur Valdemar.
En 62, il est choisi par Jacques Tourneur pour jouer auprès de Boris Karloff et Peter Lorre dans le Croque-Mort s'amuse, Comedy of Terror. Voilà, et il va figurer en 66 dans Queen of Blood, qui est un Curtis Harrington, un petit film de science-fiction. Et il va finir quand même d'une manière pas très reluisante, puisqu'il figure dans une comédie d'horreur mexicaine qui s'appelle Autopsia de un Fantasma en 1968. Basil Rathbone, ça reste pour la majorité des spectateurs, c'est Sherlock Holmes, quoi. Si vous interrogez l'homme de la rue, qui a des petites connaissances quand même cinématographiques, et vous lui demandez quel est l'acteur le plus populaire dans le rôle de Sherlock Holmes, donc c'est lui qui vient en premier, tout de suite avant Jeremy Brett. On oublie un petit peu Peter Cushing, parce que lui, il l'a joué pour la télé, il l'a joué dans deux films, mais c'est Basil Rathbone, quoi. Il restera à jamais Sherlock Holmes. La princesse sera le plat de choix qui nourrira mon dragon. Cela dans 7 jours et 7 nuits à partir de cette heure. Et maintenant, permettez-moi de me retirer.